Donc ma communication est une sorte de compte rendu. Je reviens d'un terrain de recherche. C'est euh, ça va être une présentation du terrain que j'ai effectué récemment et qui porte sur le militantisme linguistique amazigh en Algérie. Donc d'abord, surtout pour ceux qui ne connaissent pas mon sujet, je dois rappeler ma question de recherche. Ma question de recherche stipule que, donc la question, je la pose de cette manière. Quel est le sens politique du militantisme pour la langue amazigh en Algérie? Donc, on cherche, ou je cherche, le sens politique de ce militantisme. Et pour saisir ce sens politique, une question spécifique s'impose. Et celle-ci, elle a fait appel à une variable typiquement politique, à savoir la démocratie, pour la comparer et pour la confronter à ce militantisme et voir ce que cela va donner au final. Donc la question spécifique dit dans quelle mesure les revendications pour la langue amazigh en Algérie s'inscrivent-elles dans le débat sur la démocratie? Qu'est-ce que ces revendications ont-elles apporté à ce débat? Donc notre hypothèse. Notre hypothèse affirme que le militantisme linguistique amazigh en Algérie est un militantisme pour la démocratie, à laquelle il apporte une vision originale qui consiste à faire de la langue un socle pour cette démocratie. Donc ici, ce rapprochement entre la langue et la démocratie se joue notamment au niveau des représentations de militants, pour qui il ne pourrait pas y avoir de démocratie si la langue amazigh n'est pas prise en charge. Pour tester cette hypothèse, donc, il y a deux méthodes complémentaires qu'on est en train d'exploiter simultanément. Une méthode théorique basée sur l'analyse de l'histoire du militantisme, ainsi qu'une méthode de terrain, donc une méthode plus empirique. Pardon. Oui, une méthode empirique qui est basée essentiellement sur l'entretien afin de vérifier directement auprès des militants si vraiment, afin de vérifier justement la véracité de cette hypothèse. Donc c'est à cela que ma communication aujourd'hui est consacrée. Donc d'abord, je vais essayer de vous dire comment j'ai choisi les personnes sollicitées. Donc le critère de base qui est derrière le choix des personnes sollicitées, c'est être militant actif. Une grande partie des militants interrogés ont un passé militant riche. D'autres, c'est plutôt grâce à leur affiliation à certaines structures militantes qu'ils étaient approchés. Donc c'est comme ça qu'ils étaient repérés comme étant militants. Ajoutez à cela la technique boule de neige qui consiste à demander aux militants rencontrés de nous mettre en contact avec d'autres militants afin de les interviewer. Dans notre cas d'étude, donc est militant pour la langue amazigh celui qui revendique activement cette dernière, celui qui produit dans cette langue et œuvre pour son développement et sa reconnaissance. Ce travail de terrain s'est fait en deux parties. D'abord, de juin à septembre 2013, dans trois endroits différents, Ottawa, Paris, puis Alger. Ensuite, une deuxième série d'entretiens ont eu lieu en décembre 2013 et janvier 2014 dans l'Est algérien, dans une localité qui s'appelle Tébessa. Donc d'abord, Ottawa. À Ottawa, c'est à travers la KOH. La KOH qui est l'association culturelle amazigh Ottawa Hall. Ici, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que la langue amazigh a un statut de langue internationale en Ontario, en compagnie d'une trentaine d'autres langues. Donc, il y a des cours de langue amazigh dispensés ici même à Ottawa. Les entretiens ont eu lieu avec des professeurs de langue amazigh à Ottawa, qui sont en même temps des membres de l'association que je viens de citer. Après cela,
après cela, c'était à Paris et la région parisienne. Donc là-bas, j'ai effectué 11 entretiens à travers l'ACB qui est l'association culturelle berbère, l'INALCO qui est un institut universitaire, c'est l'Institut national de langue et civilisation orientale, à travers son centre de recherche spécialisé qui est le CRB, centre de recherche berbère, ainsi que Berbère Télévision qui est une chaîne privée implantée en France dans la région parisienne d'expression amazigh. Ensuite, c'était à Alger que j'ai fait une autre série d'entretiens à travers le HCA qui est le Haut Commissariat à la Mazirité. Donc une dizaine d'entretiens avec des militants, avec de différents profils. Voilà. Après cela, c'était la deuxième série qui est venue récemment, donc décembre et janvier dernier. Et là, c'était à Tébessa. La particularité de ce deuxième terrain, c'est que j'ai pu approcher ce que j'appelle pour l'instant des militants de périphérie. Il faut savoir que le militantisme linguistique amazigh en Algérie, il a des endroits traditionnels où il a beaucoup évolué, où il a beaucoup existé. C'est en général l'algérois, la Kabylie et l'immigration. L'immigration aussi, pendant longtemps, a joué un grand rôle. Cependant, il existe bien entendu d'autres foyers militants moins visibles et c'est ce qui m'a été donné de faire à Tébessa où j'ai rencontré des militants qui évoluent loin des milieux habituels et des structures connues. Donc bien que cette présentation ait accès essentiellement sur des entretiens, mais l'observation est un outil très porteur pour notre recherche. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour un sujet comme le mien, toute l'Algérie est un terrain à ciel ouvert. Il y a beaucoup d'images, d'interactions, de vie quotidienne qui interpellent ce sujet. Et j'ai choisi une scène que j'aimerais vous décrire, qui s'est passée justement lors de mon dernier terrain à Tébessa, où est-ce que le HCA, le Haut Commissariat à la Mazirité, a fait un cours modèle de langue amazigh pour des élèves de cette localité. Il faut savoir que Tébessa n'est pas une région berbérophone. Bien qu'elle soit comme les gens de là-bas me disaient, c'est un bastion ancestral de la Mazirité, mais depuis, la région est largement arabisée et la langue amazigh est très peu parlée, sinon pas parlée du tout. Donc le HCA a fait cette action dans ce sens, parce que la langue amazigh est vraiment en perte de terrain dans cette région. Et donc suite à ce cours, qui a connu un succès vraiment total, ou même je discutais la veille avec les gens qui ont organisé le cours la veille pour leur demander leur appréhension. Ils redoutaient un peu, voilà, c'est des adolescents qui ne parlent pas du tout amazigh, ils ne savent pas comment ça va se passer. Finalement, et les élèves, leurs enseignants, le corps administratif, c'était vraiment un succès total et ça a vraiment encouragé les militants qui étaient là. Donc, suite à ce cours, la remarque déjà signalée et connue a été rappelée par les militants et qui disait qu'encore une fois, donc je cite un des militants qui m'a dit ça, encore une fois, nous avons la preuve que ce n'est pas la population qui refuse la langue amazigh, mais l'État et ses responsables. Donc après juste cette parenthèse pour vous parler d'une scène que j'ai vécue, je reviens aux entretiens. Donc l'organisation des entretiens. Les entretiens ont été organisés en 3 parties. Donc une première partie dans laquelle notre rôle se résumait à poser des questions, écouter et enregistrer. Nous intervenions que pour poser la question.
ou demander des éclaircissements d'ordre factuel. Donc, pas de questions qui incitent à donner une interprétation ou un sens. Donc dans cette phase, nous sommes restés passifs. Nous nous intéressions au parcours du militant, tout cela en utilisant des formulations de questions peu argumentées pour éviter d'influencer l'interlocuteur. Donc, exemple de questions: comment s'est faite la prise de conscience, comment l'engagement s'est fait, que représente pour vous la langue amazigh, pourquoi militez-vous pour cette langue, etc. Donc, il s'agit ici d'un exercice de collecte de données propres, donc dans mon cas, sans interférence. Donc, j'ai essayé vraiment de jouer le rôle de l'enregistreur, pas plus. Donc, après cette première étape, il y a eu une étape dans les entretiens où j'étais plus impliqué par mes questions de relance. Contrairement à la première partie. Enfin, la troisième partie, où j'informais carrément mes interlocuteurs qu'à partir de maintenant, l'entretien au sens d'interview est fini. C'est ce que je disais clairement, et que nous passons à une forme de réflexion, si vous le permettez, et de débat d'idées. Donc une forme de dépersonnalisation qui permet de prendre plus de distance au lieu de poser des questions qui font impliquer l'enquêté en tant que militant. Je fais plus appel à son intellect, à la personne, qu'à la personne engagée. Donc après ces entretiens, vous allez voir que cette organisation d'entretien était délibérée pour deux raisons principales. Donc l'organisation des entretiens de cette manière a non seulement servi une collecte de données approfondie, ça nous permettait de solliciter les personnes interviewées en quelque sorte 3 fois. Donc on revenait, on changeait un peu de stratégie, si je peux me permettre du terme. Donc on allait plus au fond des choses. De plus, dans le cas des entretiens qu'on va voir qui ont validé notre hypothèse, ces 3 phases d'entretien correspondent à 3 moments de validation de l'hypothèse qui, à leur tour, constituent 3 niveaux de confirmation de notre hypothèse. Donc voilà, donc pour les entretiens qui ont validé l'hypothèse. On peut distinguer 3 types de validation. Une validation typique, les entretiens valident l'hypothèse dès que la question « Pourquoi vous militez pour Tamazight » leur est posée. Ils évoquent dès que cette question leur est posée, ils évoquent des considérations démocratiques. Pour eux, Tamazight est consubstantiel à la démocratie. Certains vont encore plus loin en affirmant que c'est Tamazight qui sera la pierre angulaire de la démocratie en Algérie. Le deuxième type de validation, c'est la validation avec coproduction de données. Les entretiens de cette catégorie ont validé l'hypothèse après avoir avancé quelque peu dans la discussion. C'est après avoir relancé en reformulant la question qu'ils venaient à confirmer que leur militantisme est un militantisme pour la démocratie. Pour certains, ceci relève d'une évidence au point qu'ils ne l'avaient pas évoqué d'emblée. Pour d'autres, cela revient au fait qu'ils avaient du mal à formuler l'idée dans ce sens et que cela relevait de leur impensé. Je cite un des entretiens qui m'a dit « Je savais bien que 2 valeurs pareilles, la démocratie et Tamazight, ne pouvaient que s'harmoniser. Et ceux qui disent qu'il faudrait choisir n'ont rien compris à ce que c'est Tamazight. » Le troisième type de validation, donc c'est une validation, disons, avec que construction de sens. Dans cette partie de l'entretien, la validation de l'hypothèse se fait avec une argumentation plus soutenue. Ceux qui ont déjà validé l'hypothèse dans les 2 premières parties se mettent ici à développer davantage. Concernant ceux qui étaient plus sceptiques au début, arriver dans cette partie à prendre de la distance et à réfléchir d'une manière différente. Ce qui est intéressant de relever après cela, c'est que la validation de notre hypothèse s'est faite de différentes manières.
le lien entre la langue et la démocratie se construit différemment d'un militant à un autre, ce qui a donné lieu à de multiples arguments. Certains mettaient de l'avant la citoyenneté, d'autres le droit, d'autres la liberté, d'autres la dignité. Donc pour relier la langue à la démocratie, nous avons constaté différents cheminements. Concernant les entretiens invalidants, ce sont des entretiens qui ont plutôt rejeté l'hypothèse du moi au début. Pour eux, la démocratie majoritaire est en défaveur de la démocratie, est en défaveur de la langue amazigh. Ainsi, ils se disent contre la langue amazigh et la démocratie, ils choisiront la langue amazigh. Dans le milieu, ce type de militants sont appelés le groupe de Tamazight. Ce sont des militants pour qui le combat concerne exclusivement la langue amazigh et se disent non impliqués dans les autres questions politiques, telles que la démocratie, etc. Ce qui a été remarqué chez ces personnes interrogées, c'est un certain refus d'engager ce débat langue-démocratie. Ce sont des militants qui étaient plutôt sur la défensive. Des militants qui ont subi notre hypothèse. Donc, c'est des entretiens dont les personnes étaient plus ou moins surprises par notre question. Malgré le fait que leur militantisme n'est plus approuvé, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent qu'ils sont militants, etc. Mais à la question « Que représente pour vous la langue amazigh ?» ou alors « Pourquoi vous militez ?», ces questions semblaient les surprendre, comme s'ils ne se sont jamais posé cette question. Quelqu'un m'a dit je ne sais même pas pourquoi vous posez cette question ne se pose même pas. Donc, contrairement à la majorité des personnes interrogées qui semblaient routiniser leur discours et même prêts à répondre et à exceller dans l'argumentation, ces interviewés avaient plus de difficultés à répondre d'une manière claire. De plus, devant notre hypothèse, certains ont manifesté une réaction je ne sais pas. Ce lien entre la langue amazigh et la démocratie leur semble inconnu. Quelqu'un me disait, je ne sais pas, il faudrait réfléchir pour répondre à cette question. Les entretiens, surprenants, qui ont ramené d'autres arguments auxquels je n'ai pas pensé au début. Donc des entretiens qui ont apporté des éléments nouveaux. Un exemple, l'une des personnes interrogées a mis en avant le nationalisme. Pour elle, son militantisme pour la langue amazigh est un militantisme nationaliste. Il conteste l'accaparement, je le cite, de cette qualité de nationaliste par ceux qui sont justement contre la langue amazigh. Il se dit que c'est lui-même le nationaliste. Je cite, « On ne peut pas être nationaliste si on n'aime pas Tamazight. Pour moi, celui qui renie Tamazight n'est pas nationaliste. Parce que, c'est quoi être nationaliste? C'est aimer son pays. Mais aimer son pays, ce n'est pas aimer la terre. La terre est la même partout. C'est aimer ces gens dans leur diversité et dans leur patrimoine immatériel. Et le réceptacle majeur du patrimoine immatériel, c'est la langue. » Répète-t-il 3 fois. C'est la langue, c'est la langue. L'autre fait nouveau est que certains militants s'accordent des logiques et des dimensions plus grandes et donc plus légitimes à leurs yeux. Ils disent inscrire leur militantisme dans un combat pour l'humanité. Je cite, « Les gens s'indignent qu'il y ait des espèces animales ou végétales en voie d'extinction. Mais il y a une facette de voir le monde, une facette de l'humanité qui risque de disparaître. Et je représente cette facette. Par ma langue, je suis représentatif de ma communauté linguistique. Et cette communauté risque de disparaître. Ce serait une perte terrible pour l'humanité. » Donc, en conclusion, nous pouvons dire que l'hypothèse que nous avons soumise au terrain a non seulement été largement validée par le terrain, mais elle s'est aussi enrichie, d'abord par les différents cheminements qui l'ont confirmé, par les éléments nouveaux auxquels nous n'avons pas pensé au début, ainsi que par quelques entretiens qui ont remis en cause l'hypothèse. De plus, dans sa confrontation au terrain,
l'hypothèse est sortie avec une nouvelle formulation qui l'éclaire davantage, que j'ai pensé à illustrer ainsi. Le militantisme linguistique en Algérie est un militantisme matriciel qui nourrit et donne forme à d'autres revendications telles que la liberté, la citoyenneté, l'identité et enfin la démocratie, qui sont des concepts abstraits et ont besoin d'un contenu plus concret. Or, de par son aspect palpable et son caractère actif, le militantisme linguistique semble offrir à ces revendications une partie de ce besoin. Cela se confirme au niveau des représentations ainsi que dans l'analyse de l'histoire du militantisme linguistique amazigh en Algérie. Je vous remercie.